Ethereum. Donc, merci beaucoup. Donc, je remercie la SRLF et puis les modérateurs pour m'avoir invité à cette session. Donc, je dois aborder les conséquences à long terme du délirium. Donc, comme vous le voyez, ça sera agrémenté de quelques photos tirées de films connus. Voilà, donc comme il a été dit sans doute dans les sessions précédentes, il y a les facteurs de risque du délirium se distinguent selon ce qui est lié aux antécédents du patient, ce qui est lié à la réanimation et puis bien sûr à la iatrogénie. Je vais focaliser ou citer vraiment deux mécanismes ou deux facteurs prédictifs, la démence et le sepsis, qui illustreront un peu mon propos. Alors comme l'on sait, la réanimation s'accompagne de troubles cognitifs à long terme, intéressant surtout les fonctions exécutives et puis la mémoire et l'attention, et qu'elle s'accompagne également de troubles psychologiques incluant un syndrome dépressif, une anxiété et puis le syndrome post-traumatique dont a parlé Jean. Et il y aurait peut-être un lien entre certains troubles psychologiques et les troubles cognitifs, et notamment l'anxiété, comme l'avait montré cette étude dans l'American Journal en 2012. En revanche, une étude n'a pas mis en évidence de lien direct entre le délirium et la durée du délirium et la survenue d'un syndrome post-traumatique en réanimation. Et vous voyez donc le ratio qui est très faible et surtout un peu à 0,31. Et pourtant, c'est étonnant parce qu'on pourrait dire qu'il y a une physiopathologie commune entre le syndrome post-traumatique et le délirium. Et je vous renvoie à cet article remarquable dans Science, une équipe de Bordeaux, qui montre en fin de compte que le PTSD est lié à un dysfonctionnement hippocampo-amygdalien, structures aussi qui sont impliquées dans la physiopathologie du délirium, et j'en reparlerai ultérieurement. Alors, il avait été montré par l'équipe de Wesley et Lee en 2010 que les patients survivant à la réanimation avaient un déficit cognitif intéressant, comme je vous l'ai dit, les capacités de concentration, de mémoire et d'attention, donc impliquant les structures hippocampiques et le cortex frontal. Et comme vous le voyez, 67% des patients à 3 mois avaient ces troubles cognitifs, mais que 36% à 1 an, donc partiellement réversible. Et donc là, déjà, on est face à un processus, une contradiction avec l'idée générale qu'il y aurait une démence suite à la réanimation. On voit quand même qu'une partie des capacités cognitives sont récupérables au cours du temps. Deuxième travail publié dans le New England Journal sur les patients ayant été opérés, en fin de compte, c'est une cohorte de 225 patients, et vous voyez aussi une importance des troubles cognitifs à 3 mois, et puis 12, je crois que c'est 6 et 12 mois, avec une corrélation entre la durée du délirium post-opératoire et la sévérité des troubles cognitifs, mais là également partiellement réversible. Et puis cette étude très récente de l'équipe de Wesley et Lee dans le New England Journal of Medicine, dont le critère de jugement principal, ou du moins l'objectif principal, était de déterminer le lien, la corrélation entre la durée du délirium et les troubles cognitifs à long terme. Ils avaient dans cette étude essayé d'évaluer l'importance du déficit cognitif antérieur ou préexistant au séjour en réanimation à l'aide de scores validés tels que la Q-code, et puis ils avaient évalué les troubles mnésiques ou les fonctions mnésiques et les troubles exécutifs à l'aide de scores adaptés comme le Reportable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, le AIRBANS, et le Trail-Making Test. Et donc les résultats, c'est une cohorte, vous voyez, 467 patients ont été étudiés, qui répondent aux critères habituels des cohortes de réanimation, avec une sévérité quand même non négligeable, un SOFA qui était à 9, une incidence du délirium importante de 75%, mais toujours dans les études de Wesley et Lee, il y a une surincidence en fin de compte du délirium parce qu'il intègre les patients sous sédatés. Et le principal résultat, vous voyez, en fonction des différentes cohortes, eh bien, il y a des troubles cognitifs sévères si l'on compare à une population normale ou même à une population de traumatisés crâniens. Vous voyez que dans toutes les cohortes d'âge, il y a des troubles cognitifs sévères au 3e mois et au 12e mois, et peut-être partiellement réversibles chez les patients âgés de plus de 65 ans. Ils avaient exclu de cette étude les patients ayant des troubles cognitifs préexistants majeurs détectés selon le score que je vous ai décrit. Et vous voyez la corrélation entre la durée du délirium et la sévérité des troubles cognitifs. Alors, quand je lis cette étude, bon, bien sûr, c'est intéressant, ça est convaincant, on pourrait se dire que survient-il après 1 an? Est-ce qu'il y a encore toujours une capacité de récupération? Je trouve que le mot d'Alzheimer me paraît absolument, alors là,
trop fort. Il n'y a pas d'argument pour dire qu'on est face à une maladie d'Alzheimer ou même à un syndrome de type d'Alzheimer. Il n'y a pas de mécanismes physiopathologiques qui ont été réellement mis en évidence dans cette étude. Il n'y a pas eu d'études neuroradiologiques. Je peux comprendre que le délirium, et pour revenir un peu à la question de tout à l'heure, que le délirium soit un événement en soi grave chez un cerveau déjà engagé dans un processus neurodégénératif, mais que ex nihilo, il entraîne des troubles cognitifs à long terme. Cela me semble un peu plus difficile à évaluer, sauf si processus particulier dont on parlera. Et puis cette étude dans le JAMA, qui est très intéressante, dans la cohorte de patients septiques, comme je vous l'ai dit, le sepsis est le principal pourvoyeur de délirium en réanimation, et ils mettent en évidence, en fin de compte, que la survenue d'un sepsis, en fin de compte, aggrave les troubles cognitifs. Alors cette étude est surtout limitée aux patients très âgés, ils étaient âgés de plus de 75 ans, première chose. La deuxième chose, l'évaluation cognitive est faite sur un score dit maison, donc c'est peut-être pas l'évaluation la plus précise des troubles cognitifs. Et puis il n'y avait pas d'évaluation réellement préexistante de l'état cognitif des patients. Même schéma d'étude, là c'est l'équipe d'Eric Angus qui a cherché à mettre en évidence les liens entre la survenue d'une pneumopathie et le déclin cognitif, et donc ils ont cherché à voir si la survenue d'une pneumopathie aggravait le déclin cognitif, et ils ont mis en évidence ce lien-là, en sachant quand même qu'ils ont étudié aussi un score particulier qui est le MMS un peu modifié, donc peut-être pas une évaluation la plus rigoureuse des troubles cognitifs. Et puis il n'y a pas d'évaluation de l'état cognitif préexistant. Et 3, il n'y a pas d'évaluation des troubles à déglutition. Et l'on sait en neurologie qu'un patient qui a des troubles, qui a une pathologie neurodégénérative est à risque d'avoir des troubles à déglutition et donc à risque de pneumopathie d'inhalation. Et donc il y a sans doute une interrelation liée à ces troubles des fonctions bulbaires. Mais quoi qu'il en soit, il est intéressant de voir que même chez un patient peut-être potentiellement engagé dans une pathologie neurodégénérative est à risque, lorsqu'il est sceptique, de voir ces troubles cognitifs aggravés. Alors quels sont les mécanismes? Alors là on est un peu dans l'hypothèse avec quand même des arguments physiopathologiques expérimentaux. Disons qu'à mon avis il y a 3 mécanismes, et je vais baser surtout sur les travaux faits dans le sepsis. Il y aurait 2 processus, à mon avis, ou 3. Un processus neurodégénératif qui impliquerait essentiellement un processus neuro-inflammatoire et la cellule microgliale, peut-être une dégénérescence axonale, mais qui était mal étudiée, un processus vasculaire, et je pense que peut-être beaucoup de nos patients sceptiques sont criblés de lacunes ou sont à risque d'accident vasculaire qui peuvent entraîner une démence vasculaire, qui est quand même une principale cause de démence. Et puis il y a peut-être des phénomènes intéressants, des structures particulières telles que l'hippocampe, qui sont très sensibles à certaines agressions de type inflammatoire, hypoxémique ou ischémique. Alors, pour revenir au sepsis, comme je vous l'ai dit, qui est le principal pourvoyeur de délirium, voici ces deux processus. Alors, le processus neuro-inflammatoire qui rend compte du délirium, donc de la défaillance neurologique aiguë et de son évolution vers la pathologie neurodégénérative, et peut-être une surmortalité aux alentours de 40%. Et puis peut-être le processus ischémique qui explique le délirium ou la survenue d'un déficit focal à la phase aiguë, et puis son évolution vers une démence vasculaire et d'une surmortalité à 60%. Je vais essayer d'étayer ces 2 périodes. Alors le processus neuro-inflammatoire implique une activation endothéliale, une altération de la barrière hémato-encéphalique qui permet le passage de médiateurs d'inflammation, l'expression intracérébrale de ces cytokines et d'autres médiateurs d'inflammation, dont le NO, et puis une activation microgliale qui est l'élément clé qui va amplifier ce processus neuro-inflammatoire et avec les dégâts collatéraux sur les différentes cellules, et notamment sur la cellule neuronale, pouvant entraîner in fine une apoptose cellulaire ou un dysfonctionnement neuronal très important avec une altération de la neurotransmission. Je vous montre. Et il a été clairement montré dans les études autopsiques, mais aussi chez l'homme, qu'il y a une activation microgliale chez les patients sceptiques, que cette activation microgliale pourrait être modulée. Alors ça, c'est des travaux de Romain Sonneville, il pourra nous les expliquer, modulée aussi par l'état glycémique du patient. Et ce qu'il faut comprendre dans la cellule microgliale, qui est la cellule macrophagique, si vous voulez, du cerveau, donc qui joue un rôle important dans la défense cérébrale contre l'infection et les agressions inflammatoires, il y a un état dit de repos, ou resting, hyper ramifié, et lorsque la microglie est
activée, vous voyez qu'elle se déramifie et qu'elle reprend même la forme améboïde, celle d'un macrophage. On distingue différents phénotypes de microglies, un phénotype M2 qui serait peut-être neuroprotecteur et un phénotype M1 qui serait peut-être, lui, neurotoxique. Et on voit bien qu'elle contrôle différentes fonctions. Elle peut contrôler, bien sûr, elle a un rôle détergent très important. Elle a un rôle neuroprotecteur, comme je vous l'ai dit, mais elle peut aussi, en fonction de son état d'activation, surtout si elle est type M1, altérer la neurogénèse, altérer la synaptogénèse et favoriser aussi la mort neuronale et aussi astrocytaire. Et donc là, c'est un travail, et je vous invite à lire cette revue de Hugues Perry. Donc Perry a beaucoup travaillé sur le rôle de la microglie dans les pathologies tant neurodégénératives qu'inflammatoires du système nerveux central et l'impact du sepsis dans l'activation microgliale et, in fine, dans leur application dans ces processus neurodégénératifs et neuroinflammatoires. Et son idée, c'est que dans un processus neurodégénératif, les cellules microgliales sont préactivées, sous l'UV ou prime, et il suffit que survienne un événement infectieux pour que tout d'un coup, elles soient suractivées et qu'elles deviennent neurotoxiques et qu'elles puissent favoriser le processus neurodégénératif jusqu'à la formation de plaques amyloïdes ou voir le processus neuroinflammatoire dans un modèle de sclérose en plaques ou de EAS. Alors, l'activation microgliale, ça a permis d'engendrer un certain nombre d'hypothèses que vous a cité donc Jean Mans. C'est une hypothèse de l'équipe néerlandaise qui s'est dit l'activation microgliale, elle existe au cours du délirium, et notamment lorsqu'il est en rapport avec le sepsis, ça concourt au délirium, et ça peut expliquer son évolution vers une pathologie neurodégénérative et donc les séquelles cognitives. Et que cette activation microgliale, puisque la microglie est un macrophage et qu'elle exprime les récepteurs acétylcholine, ça serait un défaut d'inhibition de la microglie par un défaut d'inhibition cholinergique de la microglie, renvoyant à une hypothèse de Kevin Tressé montrant que le système nerveux autonome parasympathique et le système cholinergique inhibait le macrophage périphérique. Donc vous voyez, ces deux hypothèses qui sont colligées comme ça, et on se dit il suffit de restaurer l'inhibition cholinergique de la microglie à l'aide de la rivastigmine, qui est un traitement de la maladie d'Alzheimer, pour traiter le délirium et éviter l'évolution vers les troubles cognitifs, le déclin cognitif. Donc c'est une très très belle hypothèse dans le Lancet, un essai thérapeutique sur 440 patients qui s'accompagne d'une augmentation du délirium et une augmentation du nombre de décès. Donc je pense qu'il faut être prudent avant de manier les cellules internes à notre cerveau. Alors l'autre chose, un autre élément important, c'est qu'on sait que le sepsis s'accompagne d'une libération systémique de cytokines, mais aussi intracérébrale, je vous en ai expliqué les différents mécanismes, et que ces cytokines, notamment l'interleukine 1β, peut agir sur des mécanismes fondamentaux cérébraux ou neuronaux, tels que la long-term potentiation, qui joue un rôle majeur dans la mémoire. Et l'on voit bien que l'interleukine 1β peut altérer cette long-term potentiation. Il y a beaucoup d'études en cours animales qui montrent en fin de compte qu'il y a différents médiateurs inflammatoires qui peuvent jouer un rôle dans le déclin cognitif. Je vous cite ce papier récent dans Molecular Medicine sur la HMGB1. L'inhibition de la HMGB1 par un auto-anticorps réduit les séquelles cognitives à long terme. En revanche, l'injection in situ de HMGB1 augmente les troubles cognitifs. Il en est de même des prostaglandines, etc. La liste de médiateurs de l'inflammation est absolument énorme. Donc ça peut concourir à une apoptose. On l'avait mis en évidence chez l'homme. Elle existe aussi chez l'animal. Et donc, activation microgliale, un des premiers mécanismes. Atteinte de la substance blanche, on a mis en évidence chez les patients sceptiques qu'il y avait des possibilités de survenue d'anomalies de la substance blanche. Comme vous voyez ici, c'est un patient hospitalisé pour une gangrène gazeuse, IRM initiale cérébrale normale. 15 jours après, il a un délirium ou un syndrome confusionnel délirant. Et voyez l'apparition de ces lésions de la substance blanche qui peuvent être beaucoup plus majeures. Le deuxième cas, c'est une patiente qui avait fait une pneumopathie à pneumocoque sans méningite et qui a eu des séquelles cognitives absolument majeures sans régression des images. Donc c'est peut-être pas que de l'œdème vasogénique, mais il y a peut-être des atteintes plus définitives en fin de compte de la substance blanche et peut-être axonale. Et là, c'est une atteinte beaucoup plus sévère et beaucoup plus diffuse, la patiente étant décédée suite à un œdème vasogénique diffus. Et je pense qu'il faut travailler sur ces anomalies de la substance blanche, essayer de mieux les caractériser. Peut-être que de manière sous-jacente, c'est des atteintes axonales, et puis des phénomènes de disconnexion pourraient expliquer tout à fait les troubles cognitifs. Et là, c'est une étude sur 8 patients, mais il montre que
ces patients qui ont ces anomalies de la substance blanche que j'ai décrites sont plus à risque d'avoir des séquelles cognitives, mais ça a été confirmé. Il y a aussi d'autres marqueurs IRM que l'atteinte de la substance blanche associée aux séquelles cognitives, c'est l'atrophie cérébrale, mais c'est toujours la même question, est-ce que c'était préexistant ou non à la défaillance neurologique aiguë? Alors le processus ischémique, dans un patient septique, vous le savez, il peut avoir une défaillance macrocirculatoire, et on sait qu'à l'échelle cérébrale, il y a un trouble de l'autorégulation, du débit sanguin cérébral, et il y a une atteinte microcirculatoire liée à l'atteinte de l'inflammation létaliale, et puis des troubles de la coagulation. Et là, c'est une série récente qu'on a publiée dans Critical Care, où l'on montre que les patients en choc septique avec une défaillance neurologique aiguë sont à risque de développer des accidents ischémiques, vous voyez, absolument majeurs, parfois qui sont plus fréquents en cas de troubles de la coagulation de CIVD. Et ceci avait été montré aussi sur l'étude neuropathologique. Ce n'est pas que uniquement des gros AVC, mais ça peut être un état multilacunaire. Et vous pouvez imaginer que ceci peut expliquer un certain nombre de troubles neurologiques à long terme. Alors ça, c'est un travail sur la chèvre. Je crois que c'était la chèvre ou le mouton, à chaque fois je confonds. Expérimentalement bien sûr, et donc qui montre que le sepsis est vraiment associé à des troubles de la circulation capillaire, voilà, et donc ceci pourrait expliquer la survenue de de ces accidents ischémiques ou lacunaires diffus. Et la CIVD, comme vous le savez, est une complication majeure du sepsis. Alors, le débit sanguin cérébral, comme je vous l'ai dit, il y a des arguments qui montrent qu'il est altéré au cours du sepsis. D'autres études montrent que non. Il y a une sorte de controverse autour de ça. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un enjeu majeur de savoir s'il faut protéger le cerveau du patient septique de l'ischémie cérébrale afin de réduire peut-être les séquelles cognitives à long terme, et je pense que c'est un enjeu majeur. Alors, je voudrais finir sur un autre concept qui, à mon avis, est excessivement important. Quand on parle de défaillance neurologique, on parle de délirium, mais il faut savoir qu'il y a une réponse comportementale adaptée dans une situation de stress, et notamment dans le patient septique, qu'on appelle le sickness behavior, ou le comportement dit de maladie. C'est-à-dire quand vous êtes malade, on l'a tous été à un moment ou à un autre, eh bien, on est bougon, on n'a pas envie d'interagir avec les autres, on diminue son métabolisme, on ne mange plus, on ne boit plus, et cette réponse est tout à fait normale. Et le délirium est sans doute, est-ce que c'est un continuum du sickness behavior ou est-ce que c'est un autre processus qui se rajoute? On ne sait pas, mais je pense qu'il est très important de comprendre qu'un patient de réanimation peut tout à fait avoir un comportement de maladie qu'il ne faut pas prendre pour un délirium et que ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'un, on est dans le physiopathologique, dans l'autre, on est dans le physiologique. Physiologique, pourquoi? Parce qu'il y a des circuits qui informent le cerveau de la survenue d'un processus inflammatoire systémique, d'un sepsis, et qu'il faille y répondre par le biais du système nerveux autonome, du système nerveux endocrinien et du système comportemental, qu'il faille y répondre de manière adaptée. Et que les deux voies d'information du cerveau sont d'un côté le système vague, qui est un détecteur d'inflammation périphérique, et notamment intrapéritonéale, qui dit il y a de l'inflammation, et il y a un arc réflexe, et puis après, le système nerveux autonome informe le système neuro-endocrinien, mais aussi en retour peut moduler la réponse macrophagique ou inflammatoire, et c'est le célèbre réflexe cholinergique développé par Kevin Tracey. Et puis l'autre élément qui est très important en anatomie, ce sont les organes dépourvus de barrière hématocéphalique. Le cerveau normalement est protégé d'une barrière, sauf qu'il y a des espaces où il y a des fenêtres. Ces fenêtres, elles ont été naturellement bien placées, elles sont à proximité du système nerveux endocrinien, du système neuro-endocrinien et du système nerveux autonome. Il s'agit de l'area prostrema pour le bulbe et il s'agit des structures dites OVLT qui sont autour du troisième ventricule. Et ces voies, ces fenêtres, permettent à des médiateurs de l'inflammation de pouvoir agir sur ces structures neuroendocriniennes, comportementales et neurovégétatives, de les informer à bon escient et de pouvoir activer, par exemple, l'axe corticotrope, le système nerveux autonome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en évidence chez les patients en choc septique, tant à la phase aiguë qu'à la phase de récupération, c'est-à-dire après guérison du choc, et même à distance plusieurs années après, chez quelques patients, qu'il y avait un trouble de l'osmorégulation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que les osmorécepteurs qui permettent de détecter l'osmomalité sanguine sont judicieusement placés dans ces structures OVLT dépourvues de barrière hémato-encéphalique, ce qui leur permet d'évaluer l'osmolalité et puis lorsqu'elles sont activées, de provoquer la sécrétion de vasopressine pour contrôler l'osmolalité sanguine. Et on a mis en évidence que 50% des patients à la phase aiguë, à la phase de récupération et même à distance, n'avaient pas une osmorégulation normale. Et donc, on peut dire qu'une des autoroutes ou une des voies de médiation
importante dans la réponse à l'agression, et notamment la réponse comportementale neuroendocrinienne autonome, est défaillante et de façon prolongée, tant à la phase aiguë qu'au décours et que même à distance. Est-ce que ça peut expliquer qu'ils seront peut-être moins aptes à y répondre à une nouvelle situation de stress? On ne sait pas, mais je pense que c'est un élément très très important. Alors les conséquences à long terme, je pense que c'est bien sûr une question majeure de la réanimation pour tout patient et notamment pour le patient septique. Je pense que les études sont en cours, elles montrent qu'elles sont fréquentes, qu'elles intéressent surtout les fonctions exécutives et les fonctions mnésiques. Je pense qu'il y a toujours des problèmes autour des tests utilisés. Il y a une grande controverse, et là c'est le domaine de la neuropsychologie que je connais moyennement quand même, je ne suis pas un expert. Et puis, il n'y a pas de mécanisme identifié clairement, et je pense que l'hypothèse neurovasculaire est loin et mérite d'être étudiée, et je pense que c'est celle sur laquelle on pourra plus facilement agir. Le processus neuroinflammatoire me semble expérimentalement excessivement intéressant, et Romain pourra en dire un mot, mais plus difficile sur un plan clinique, peut-être les statines, on verra. Voilà, donc je crois que j'en ai fini, juste pour vous dire comment je vois la défaillance neurologique aiguë. Donc vous avez le sickness behavior, comportement physiopathologique, son corrélaire, ça peut être l'anxiété, le délirium, syndrome confusionnel, et puis le coma. Voici les 3 stades de la défaillance aiguë neurologique, du physiologique au physiopathologique, qui mettent en jeu des structures particulières, hippocampiques, limbiques et frontales. Et puis, il y a peut-être une autre structure très particulière qui est le tronc cérébral qui pourrait aussi jouer un rôle dans le délirium et dans le coma, et notamment chez les patients sédatés, et surtout dans le séquel, dans la mortalité. C'est un autre cadre. Mais en revanche, vous voyez que les dysfonctions à l'étage frontal ou hippocampique peuvent rendre compte des troubles cognitifs et des troubles psychologiques qui sont en partie liés. Voilà, je vous invite... si vous le souhaitez, mais on serait très heureux de vous recevoir donc à Pasteur en 2014, en juin 2014. C'est tout un programme sur la neurobiologie du stress, et vous apprendrez tout sur la réponse comportementale neuroendocrinienne, neurovégétative, neuroimmune à des situations de stress. Voilà. Et puis aussi sur d'autres choses telles que l'ischémie cérébrale ou le traumatisme crânien. Je vous remercie de votre attention et je remercie mes collègues de Pasteur et de Versailles.